Bonjour à tous, bienvenue à cette session Un jour, une start-up organisée par le Hub Francia avec la start-up Data Valoris. Ce cycle est très important pour nous. Il nous permet de présenter toutes les start-up du Hub Francia et en même temps d'offrir à notre écosystème un moment de formation par la présentation d'un cas d'usage de l'IA appliqué à une solution ou à plusieurs solutions métiers précises. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Jean-Patrice Glafkides, donc de Bonjour. Data Valoris. Data Valoris est une start-up qui a développé donc une technologie d'intelligence artificielle indépendante, mais complémentaire néanmoins à celle des GAFAM. Elle est basée sur la neuroévolution. Elle allie donc le meilleur de l'algorithmie génétique et le meilleur du deep learning. Et la plateforme Raise de Data Valoris permet de générer automatiquement des IA et d'obtenir ainsi une meilleure exploitation des données avec des modèles robustes. Voilà, vous avez dans l'interface la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions ou chat et Jean-Patrice y répondra au fil de l'eau. On pourra assurer encore un moment aussi en fin de session. Jean-Patrice, je vous cède la parole. Merci Gaël. Donc, merci au Hub Francia de m'avoir accueilli sur ce webinaire. Donc, je vais vous présenter un petit peu un cheminement, une réflexion sur comment passer, en fait, comment identifier les besoins d'IA et comment passer au niveau du projet. Donc, je ne vais pas forcément parler exclusivement de notre technologie parce que l'objectif n'est pas d'assommer un peu tout le monde sur la partie technologique, mais vraiment d'essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, je vais commencer avec un petit peu de vulgarisation sur les définitions, qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce qui existe. Alors, forcément, on ne sera pas forcément tous d'accord sur le sujet, mais je vous invite à commenter et après, on pourra en discuter et de voir. Donc, on va commencer par les définitions de base. On parle tous d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est réellement? Donc, si on prend rapidement ce que c'est que l'intelligence, en tout cas d'après le Larousse, c'est une notion d'abstraction et d'adaptation. Donc, c'est deux concepts qu'il faut bien comprendre et qu'il faut prendre en considération lorsqu'on va commencer à parler d'intelligence artificielle. La deuxième partie d'intelligence artificielle, c'est artificiel, donc produit par le travail de l'homme et non par la nature. Voilà, ça c'est la définition de base. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est sa définition. Et après, la définition de l'IA. Donc, pour le Larousse, donc là, je vais faire un peu de lecture, c'est l'ensemble des théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, personnellement, cette définition ne me plaît pas du tout. Donc, parce qu'il y a la notion de simulation, donc sous-entendu qu'on ne pourra jamais avoir de notion vraiment d'intelligence, que c'est limité aux machines, je ne sais pas après pourquoi ce serait limité aux machines. Bon, après, on pourra en discuter. Voilà, donc je vais faire une autre proposition, et surtout pour la presse, bon, c'est la fin de l'humanité, on a tous vu Terminator, je pense que ça c'est la grande mode et la grande peur avec tout ce qui est éthique, donc faut y penser, mais je suis pas sûr qu'on soit à un niveau où le problème d'éthique se pose réellement, en tout cas par l'outil lui-même, par la manière dont on l'utilise, c'est une autre question, mais par l'outil, je ne suis pas sûr. Donc moi ce que je propose plutôt, c'est la capacité d'un algorithme, alors artificiel, donc créé par un humain, à comprendre, réfléchir et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Donc, je reprends la notion d'adaptation et d'abstraction, qui sont des éléments fondamentaux dans l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va constater, c'est qu'on va avoir deux types d'intelligence artificielle. Donc, je les classe de cette façon-là. C'est une autre approche de classement. Aujourd'hui, on parle toujours de machine learning, deep learning, etc. En fait, on a deux catégories d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle que je dis explicable, donc tout ce qui est basé sur des arbres de décision. Donc, vous connaissez tous ces arbres de décision, je pense. Vous avez tous joué avec le post-it sur le front et vous devez deviner quel est le nom du post-it, le mot qu'on a mis sur le post-it qui est sur votre front. Ben, vous posez des questions et en fait, on parcourt un arbre et au fur et à mesure, on finit par découvrir qu'on m'a mis Gandhi sur le papier parce que j'ai posé la question: est-ce un homme, une femme, vivant, mort, et ainsi de suite. Donc, on parcourt un arbre. Donc, c'est explicable dans le fait où on peut parcourir l'arbre, on sait le fabriquer. L'avantage, c'est le fait que ce soit explicable. Le désavantage, c'est qu'on a quand même besoin d'avoir une expertise métier qui va accompagner à la réalisation, en tout cas au début, de cet arbre de décision.
Il y a une deuxième catégorie d'intelligence artificielle alors les deux catégories existent depuis très longtemps. Hein. Les arbres de décision sont présents dans toutes les entreprises depuis très longtemps. On en fait régulièrement. C'est des algorithmiques classiques. Voilà. Par contre, la deuxième catégorie, qui est les non explicables, même si théoriquement ça existe depuis les années 50, je parle de 1950, même peut-être avant, même avec Turing. C'est des essais non explicables en ce sens où on est en fait dans une approche biomimétique et donc on essaye de refabriquer le fonctionnement d'un cerveau biologique. Donc on fait toujours l'analogie au cerveau humain, mais il n'y a pas que des humains qui ont des cerveaux biologiques. Les chats, les souris, il y a beaucoup d'animaux qui ont des cerveaux biologiques. Et donc l'idée, c'est de se dire, si ça existe, on doit pouvoir le reproduire, le simuler, le refabriquer. Et donc c'est toute la théorie qui tourne autour des réseaux de neurones, ce que vous entendez souvent parler en deep learning. Et là, la seule formule mathématique quasiment que je vais avoir de toute la présentation, l'idée pour bien comprendre après les enjeux de l'intelligence artificielle et est-ce un projet a besoin d'intelligence artificielle ou non, si on prend la formule Y, qui est ce que je veux obtenir, égale f de x, x étant les données que j'ai pour pouvoir l'obtenir, l'intelligence artificielle va intervenir quand le f, la fonction, est inconnue. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple pour illustrer ça? Je peux prendre l'exemple du basketteur qui va essayer de mettre un ballon dans le panier de basket. Et ce qui va se passer, c'est que soit je connais F, et donc là, je connais les formules mathématiques qui me disent, voilà, la loi de la gravitation me permet de faire le calcul, et dans ce cas-là, quand je vais lancer le ballon, j'applique la formule, et donc je la connais. Soit je ne la connais pas, et dans ce cas-là, comment je fais pour envoyer le ballon à coup sûr ou quasiment à coup sûr dans le panier? Et je vais faire des essais. Je vais envoyer le ballon et je vais, en fonction des paramètres du ballon, donc en entrée, c'est-à-dire la manière dont j'envoie, l'angle, etc., donc c'est les X, je vais avoir le Y qui a été mis dans le panier, n'a pas été mis dans le panier. Et je n'ai pas la fonction entre les deux. Donc dès qu'on commence à avoir des fonctions complexes, où il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, on a rarement la fonction. Et c'est là où l'intelligence artificielle à base de réseaux de neurones va intervenir, parce que ça va fabriquer une fonction f basée sur l'expérience. Je ne sais pas si c'est toujours très clair, mais voilà. En tout cas, le fonction, c'est que si je connais f, j'utilise la formule mathématique. Si je ne le connais pas f, je vais utiliser de l'intelligence artificielle, pour faire simple. Alors, ce que j'ai dit est forcément très, très simple. Voilà, la réalité, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de méthodes de faire de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est juste pour illustrer que ce n'est pas si simple que ce que je viens de dire, mais dans l'absolu, ça répond à ces questions. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un réseau de neurones? Alors, certains oui, certains non. Donc, on en a tous vu certainement des réseaux de neurones biologiques. Mais voilà ce qu'on vous propose comme réseau de neurones aujourd'hui. D'un côté, on va avoir des capteurs, des senseurs. Donc, les senseurs, c'est vos yeux, votre toucher, les sens au sens général. Les moteurs, ça va être la parole, ça va être vos muscles, vos jambes, vos bras. Et entre les deux, il y a des réseaux de des neurones qui sont mis en place et qui vont transformer ce qu'on voit dans le senseur pour agir au niveau moteur. Donc, je vois un chat, au niveau moteur, peut-être que je vais dire, tiens, j'ai vu un chat. Voilà un peu ce qui se passe. Et on voit qu'on est en couche. Donc aujourd'hui, ce que je présente là, c'est les réseaux de neurones numériques. C'est ce qu'on vous propose en sens général aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait des couches. C'est-à-dire qu'on a des couches de neurones. Et on passe ces informations, de couche en couche. Ça, c'est très bien. Sauf que, voilà, c'est qu'on commence déjà plus ou moins à voir les limitations du système. Donc c'est aussi important de comprendre les limitations pour ne pas chercher à mettre de l'intelligence artificielle là où on ne peut pas en mettre. Donc, j'ai dit quel type d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a la fonction? Et après, la dernière question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de vouloir faire des choses qu'on n'est pas capable de faire? Donc, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on a une modélisation mathématique de ces réseaux de neurones qui ne permettent pas, qui ne ressemblent absolument pas à un cerveau biologique. Voilà un cerveau biologique, c'est le nôtre, qui représente, je ne sais pas pourquoi il avance tout seul. Voilà un cerveau biologique qui montre bien qu'on n'est pas du tout dans le même type de présentation et d'affichage. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, on peut dire qu'on peut faire de la simulation. Donc, la partie un petit peu la rousse est atteinte. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt l'IA faible. Par contre, on va être très clair que quand je fais un système d'intelligence artificielle qui va reconnaître les chiens et les chats,
Il va peut-être réussir à reconnaître les chiens et les chats, mais il est absolument incapable de dire ce que c'est qu'un chien et ce que c'est qu'un chat. En tout cas, il n'a pas la conceptualisation ni l'abstraction qui lui permet de le comprendre. Donc aujourd'hui, l'IA forte, non, et on en est plutôt très loin. Très, très loin même. Donc toutes les peurs des réseaux, des intelligences artificielles autonomes qui vont tuer tout le monde en ayant pour objectif de tuer un humain, il faudrait déjà qu'ils comprennent ce que c'est qu'un humain. Donc après, avoir des robots qui vont tuer tout le monde parce que dès qu'ils voient quelque chose qui bouge, ils tirent dessus, et dès que ça ressemble à un humain, ils ne tirent pas. Là, par contre, ça, on sait faire. Donc c'est plus la manière dont on va l'utiliser que vraiment la technologie en elle-même qui est dangereuse, en tout cas à ce jour. Alors, autre point qui est important à prendre en considération quand on fait des projets d'IA, c'est de voir les différents axes qui sont importants à comprendre, qui sont par exemple le paradoxe du mort inacceptable. On va prendre l'exemple de la Google Car ou même des voitures autonomes avec de l'intelligence artificielle. Eh ben, on va peut-être réussir à sauver les 10 000 ou les 1,3 million de morts qu'il va y avoir sur la route aujourd'hui. Maintenant, les 10 ou 100 ou 2000 qui vont mourir quand même du fait d'un accident de cette voiture vont devenir inacceptables et va rendre caduque en fait l'approche de l'intelligence artificielle. Donc, ça dépend après des sujets sur lesquels on veut appliquer, mais il faut bien être conscient que lorsqu'on applique une intelligence artificielle sur un sujet donné qui améliore la situation, le peu de cas qui ne seront pas répondus seront inacceptables. Donc ça, c'est un point important. On le voit aujourd'hui, on parle du vaccin avec le Covid. Il suffit qu'il y ait eu une quinzaine de morts sur un sujet pour qu'automatiquement ça pose un souci de fond. Donc ça c'est un des points. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir avec un réseau de neurones avec une intelligence artificielle? Non, pas plus qu'un humain. On ne sait pas prédire l'avenir, donc il faut arrêter de croire que l'intelligence artificielle va permettre de prédire l'avenir. En revanche, comme on peut prendre en considération un certain nombre de données qu'on n'a pas la capacité en tant qu'humain d'appréhender, on va avoir l'impression que ça peut être de la magie. Donc ça, c'est un deuxième point qui est à prendre en considération, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'un humain ne peut pas faire, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de prédiction impossible. C'est parce qu'il y a une corrélation entre ce que l'on veut et ce que l'on veut obtenir, ce que l'on a et ce que l'on veut obtenir. Le dernier point qui est important, c'est le réseau de neurones est-il infaillible? Alors la réponse est complètement non, ce n'est absolument pas infaillible. Aujourd'hui, comme c'est un approximateur universel, il y a la notion d'approximation, et comme on est dans des apprentissages à partir de données, sauf si on a des données qui sont parfaites et qui n'ont pas elles-mêmes de biais, il n'y a probablement aucune possibilité de dire que c'est infaillible. On a bien réussi à faire, il y a eu pas mal de publications toujours sur les véhicules autonomes, on a réussi à faire croire à une voiture que ça allait pas dans que le panneau n'était pas le bon. Mais on peut le faire aussi avec un humain. Moi, je peux très bien fabriquer un papier qui va vous faire croire que le panneau stop en fait est un panneau avancé, alors que dans les faits, c'est pas du tout, qui va tromper mon œil. Donc tout est une question après de ce que l'on peut faire. Donc c'est pas infaillible, il y a des biais, il faut connaître qu'il y a des biais, et il faut voir comment faire en sorte de réduire ces biais. Donc en termes, voilà, bon, des exemples d'applications, vous en avez plein, je ne vais pas revenir dessus, vous avez vous-même, je pense, des utilisations. Je ne connais pas vos cas à vous individuels, donc on pourra en discuter si vous le souhaitez, mais il y a un certain nombre de cas qui sont possibles. En fait, ça peut s'appliquer à beaucoup de sujets. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quasiment, là, on va rentrer un peu plus dans la partie projet. C'est qu'on a beaucoup de projets qui intégreront de l'intelligence artificielle d'ici 2022. Je ne sais pas pourquoi mon truc il bouge tout seul. Je ne lui ai rien demandé. Alors, il y a beaucoup de projets qui vont avoir de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs manières d'avoir de l'intelligence artificielle dans les projets. Un des moyens... J'ai vraiment un souci avec ma présentation. Est-ce qu'on utilise directement de l'intelligence artificielle vis-à-vis de soi-même ou pas? Alors, quels sont les freins? Donc, qu'est-ce qui va empêcher de mettre en place une intelligence artificielle? Il y a 3 causes majeures. La définition du projet, des données insuffisantes ou un modèle inefficace. Quand le projet n'est pas clair,
Quand le projet n'est pas clair, il y a un certain nombre de questions. Y a-t-il un objectif clair au projet? Quel est le gain attendu du projet? Le budget est-il alloué? Un délai est-il défini? Avez-vous un bon chef de projet? Il faut répondre oui à toutes ces questions. Ne pas avoir d'objectif, c'est une garantie de ne pas l'atteindre. Le deuxième point, c'est que vous avez des données. Les données sont un élément majeur. Si vous n'avez pas les bonnes données, vous ne pourrez pas aboutir à votre projet. Il faut bien sûr qu'elles soient utiles. Donc, est-ce qu'elles sont représentatives du problème? Donc ça, ce sont des questions qu'il faut absolument penser lorsqu'on fait ce système-là. Le dernier point, c'est est-ce qu'on a un modèle de réseau de neurones ou d'intelligence artificielle qui est le plus adapté à la problématique. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de possibilités qui sont faites et ne pas avoir un bon modèle, ça vous dira un résultat qui n'est pas probant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe aucune règle, je dis bien aucune règle mathématique pour construire un cerveau biologique, un cerveau numérique. Biologique, on ne sait pas forcément mieux, mais en tout cas sur un cerveau numérique, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, il n'existe aujourd'hui aucun moyen par les mathématiciens ou même par les data scientists, ils fabriquent ça de manière empirique. Donc, ça, c'est important à en prendre conscience. Pour pouvoir fabriquer une intelligence artificielle aujourd'hui, on fait par expérience, des tests, erreurs, un peu comme de la cuisine en quelque sorte. On a des cuisiniers, nous sommes plus des cuisiniers que des vrais scientifiques sur le sujet, où on va essayer de voir que quand on les met de cette façon-là, comme par hasard, ça reconnaît mieux les chiens et les chats. Quand je les mets comme ça ne reconnaît pas mieux. Donc, au fur et à mesure, tout le monde se copie les uns les autres. Une sorte de mécanisme de sélection naturelle des modèles qui sont de plus en plus fabriqués. Vous regardez les publications qui sont faites aujourd'hui sur les réseaux de neurones. De plus en plus, il y a des gens qui trouvent que des formes sont plus efficaces que d'autres. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans ce qu'on fait avec Data Valory. C'est que nous, on va aider sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui va nous permettre de fabriquer de manière automatique des modèles de réseaux de neurones adaptés à la problématique. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là. Si ça vous intéresse, je suis à votre disposition. Mais sachez qu'en fait, on met en place un mécanisme de sélection naturelle qui va permettre de sélectionner les modèles les plus adaptés à une problématique avec des mécanismes systématiques de tests, erreurs, de sélection des meilleurs modèles avec la mise en compétition. Alors, un exemple d'accompagnement qu'on est en train de faire actuellement, qui est avec la société Manae Business, qui est une société qui s'occupe du marketing. Donc, on a eu comme objectif de définir, de commencer à mettre en place une intelligence artificielle donc dans leur processus. Et l'idée, c'était de savoir où les mettre, comment les mettre, pourquoi les mettre, et de tester que ça fonctionne. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions que je vous invite à vous poser vous-même et qu'on aura peut-être l'occasion de discuter. Donc, dans le cas présent, c'était sur le marketing, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire en marketing pour améliorer les publications clients? Qu'est-ce que je peux faire? La question générique, c'est qu'est-ce que je dois améliorer dans mes processus actuellement? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me coûte cher? Où est-ce que je peux mettre en place une intelligence artificielle ou potentiellement une intelligence artificielle pour pouvoir avancer? On a identifié 3 projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est confidentiel, mais on a identifié 3 projets. Après, pour chacun des projets, c'est combien vais-je gagner si chaque projet est un succès, de manière quantitative et qualitative. Il faut absolument savoir quel est le gain attendu. Si je compte gagner 50 000 € par mois et que ça me coûte 1 million à le mettre en place, on est bien d'accord qu'on ne va pas y aller. Si ça, par contre, ça me coûte 50 000 € et que ça va me faire gagner 1 million par mois, la question ne se posera pas. Et ce qui permet d'arriver à la troisième question, combien je peux donc investir pour le réaliser? Si je sais que je vais gagner 1 million et que ça me coûte 5 et que je vais gagner 1 million, je vais pouvoir mettre 500 000 € en prédiction dessus. Donc, combien, voilà, ça c'est la troisième question. La quatrième question, c'est ai-je des experts pour le faire? Donc, est-ce que j'ai un besoin d'accompagnement? Donc, ça, c'est un élément important à voir. C'est est-ce que je suis autonome pour pouvoir faire ces étapes-là, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une équipe qui va m'accompagner, donc une équipe de conseil, ou une équipe comme l'équipe de Data Valoris, qui peut très bien vous accompagner sur ces processus. D'où l'importance des PACIA, de l'aide de BPI. Il y a plein de dispositifs qui peuvent vous permettre de vous accompagner sur ces approches-là. La question d'après, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai les données? Si je n'ai pas les données, est-ce que je peux les acheter? Et sinon, si je ne peux pas les acheter, en combien de temps je vais pouvoir les générer?
Par exemple, dans un des projets avec Manae, on sait qu'un des projets, on n'a pas les données. Donc, du coup, on a mis en place, on a changé le processus pour que l'on recueille les données qui sont manquantes. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, on pourra revenir sur le sujet. Par contre, sur un des projets, on a déjà les données. Après, une question qui est importante et qu'on oublie souvent de se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une IA pour réaliser mon projet? Dans le cas de Manae, sur 2 des projets, il y en a besoin, parce qu'on ne sait pas le faire, on n'a pas la formule mathématique, souvenez-vous de mon y égale f de x, on n'a pas le f. Par contre, sur le 3e, on a tout à fait la capacité de le faire. Donc, une des questions que je pose à cette étape-là, c'est comment toi dans ce cas-là, comment toi tu le ferais si je te donne les données, je te donne les trucs, montre-moi comment tu fais. Et est-ce que tu sais l'expliquer? Est-ce que c'est une formule? Est-ce que c'est... Et là, on sait tout de suite si on a le moyen de le faire ou si on n'a pas. S'il me dit, c'est comme ça, je sens que c'est comme ça, je ne sais pas le formaliser, là, on commence à se dire une IA peut être intéressante. Après, la question qui va se poser, c'est quel modèle d'IA utiliser? On a vu qu'il y avait 2 gros types d'IA. Est-ce que je fais de l'arbre de décision? Est-ce que j'utilise du deep learning? Voilà. En tout cas, dans le cas de Manae, il y en a une qui va concerner du deep learning et l'autre qui sera plutôt du random forest. Donc, random forest, c'est une forme d'arbre de décision un peu bâtard entre les deux. Ensuite, est-ce que je dois garder le contrôle de l'IA? Donc, ça, c'est important de se poser cette question. Est-ce que ça doit être mon cœur? Est-ce que c'est mon cœur de métier? Est-ce que ça va me permettre d'avoir une différenciation, un différenciateur concurrentiel? Pourquoi? Parce que voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire de l'intelligence artificielle. Soit vous la faites vous-même, soit vous l'utilisez au travers d'un service métier. C'est-à-dire que vous allez acheter un CRM, pour ne pas nommer de CRM, je ne vais pas dire par exemple celui de Salesforce, qui va intégrer de l'intelligence artificielle. Soit vous utilisez un service en ligne d'intelligence artificielle qui va vous pré-mâcher le travail. Ça, il va falloir que vous choisissiez dedans qu'est-ce qui est important. Donc, si c'est le cœur de métier, j'aurais tendance à dire essayez de le maîtriser. Si ce n'est pas le cœur de métier, après, si pour vous, ce n'est pas différenciateur, la manière de faire de la sélection de marketing avec votre CRM, que ça ne vous gêne pas que la concurrence utilise le même mécanisme que vous et que vous fassiez tous de la même façon. Dans ce cas-là, utilisez l'intelligence artificielle qui est fournie dans le service. Et si après, vous avez besoin d'intelligence artificielle en interne et que vous voulez utiliser les services cognitifs, que ce soit de Microsoft, de Amazon, de Google ou d'autres, sachez qu'à chaque fois que vous allez fournir, par exemple, vous voulez faire de la transcription audio, à chaque fois que vous allez utiliser leur service, vous allez les enrichir, eux, pour qu'ils vous vendent le service mieux. Après, à vous de voir si c'est crucial ou pas pour vous. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans la mise en place et qu'on s'est posé, nous, dans le cadre de Manae. Et après, la question, c'est on valide toutes ces options. Donc, c'est là où intervient le prototype. On essaie de le faire en quelques mois. Donc, il faut définir le périmètre. Il faut que les données soient représentatives de la production et du projet. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu le cas dans le passé où on voulait faire un prototype sur de la détection sur des plateaux repas de ce qu'il y avait dessus. Et un des prototypes que voulait faire le client, parce que ça allait vite, c'était de reconnaître les carottes sur un plateau repas. Faire une détection de carottes, je n'ai même pas besoin d'un prototype pour vous dire que ça marchera bien. Par contre, faire un prototype où il va falloir détecter sur 3 plats présents s'il y a des carottes, du chou rouge, des pâtes colorées ou autres, là, par contre, il faut le faire dans le cadre d'un prototype. Donc, il faut bien définir la représentativité de ce que l'on va faire dans le prototype. Le prototype, ce n'est pas juste prouver que la deep learning marche, il n'y a pas besoin de prototype pour le faire. Ensuite, quel est le modèle? Donc, nous, ce que l'on a choisi, c'est d'utiliser notre propre plateforme de Raise pour générer et fabriquer le modèle. Donc, on part d'un modèle qu'on a estimé correct. On va laisser le système d'évolution et de sélection naturelle fabriquer le modèle qui est adapté à la problématique métier de Manae. Donc, voilà, ça, c'est pour ce point-là. Et après, il faut bien définir les critères de succès. C'est indispensable de savoir à quel moment on va considérer que c'est un succès. Donc, nous, on a quelques critères de sélection et de succès. Donc, on va voir si on atteint un certain seuil d'efficacité et la robustesse vis-à-vis d'éléments non prévus dans le système. Donc, ça, voilà pour les questions et les définitions de prototypes. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui sont indispensables
qui sont indispensables pour accompagner et pour mettre en place une solution. Donc, nous, après, on a décliné, indépendamment même de notre technologie, on a décliné en fait en pack les accompagnements qu'on en propose. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tout dessus, mais c'est plus pour revenir sur la logique. Donc, on a tous l'identification des cas d'usage IA. Donc là, c'est plutôt des workshops. On va travailler, on va répondre, on va se poser des questions ensemble, on va répondre à ces questions-là. Et voilà, comme le dit le Hub, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je vais y répondre. Après, on peut rentrer dans les questions un peu plus techniques. J'ai essayé d'être assez large pour pas perdre tout le monde. Donc, identification des cas d'usage. Donc là, nous, on a fait ce qu'on appelle un pack explorer. Donc là, on va essayer d'identifier ce cas. Le prototype, la mise en place de ce cas. Est-ce que ça va réellement apporter ce qui est attendu? Et après, la mise en production. Donc, ces 3 éléments qui sont l'un qui se succèdent les uns aux autres. Et si je dois faire le lien maintenant avec le Francia et le pack IA, on les a associés avec des packs. Donc, le pack IA Proto, qui est le pack IA du Hub Francia. Voilà pour ma présentation. J'ai essayé alors j'ai peut-être parlé un peu vite, mais j'ai essayé de balayer, de passer en revue les éléments qui sont constitutifs d'une passage d'une idée à un projet. Donc, pour les rappeler, c'est un triptyque. Il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. Il y a la partie gouvernance. Donc, un projet, pourquoi faire, à quel coût, avec quel gain. Si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine de commencer un projet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, 80% des projets n'aboutissent pas en production parce que ça n'a pas été fait en amont. Donc, il est indispensable de savoir où on va, de comprendre ce que l'on va en faire. Après, le deuxième axe, c'est est-ce que j'ai les données pour le faire? Et après, est-ce que j'ai le modèle pour le faire? Là, on voit un modèle qui tourne en 3D d'intelligence artificielle, en deep learning. Voilà. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu ou que ça a répondu à certaines de vos interrogations. C'était assez générique. Je reste à votre disposition pour répondre à différentes questions, pour pouvoir aller plus loin ou pour pouvoir mieux comprendre certains des axes. Voilà. Je repasse la main, je pense à Gaëlle qui attend calmement et tranquillement. Merci beaucoup, Jean-Patrice. Non, j'invite tous les participants à poser leurs questions, quelles qu'elles soient. Nous avons encore une demi-heure à passer ensemble. Je me permettais juste de revenir sur les éléments forts de votre présentation, à la fois votre solution et sa mise en œuvre auprès de Manae, avec les différentes étapes d'accompagnement que vous avez évoquées, et donc ces solutions PAC, les PAC que vous développez. Et je me permets aussi de rappeler dans ce contexte, effectivement, le PAC IA que vous avez aussi évoqué, donc ce programme auquel vous êtes d'ailleurs associé, Data Valoris, comme réalisateur auprès de PME ETI. Donc, ce PAC IA, un programme de la région Île-de-France que nous pilotons, le Hub Francia avec l'IMT TerraLab, et qui est destiné à accompagner donc les entreprises PME ETI franciliennes dans le développement de leur premier projet IA. Donc, des entreprises qui ont une bonne maturité numérique, mais qui justement ne savent pas comment elles vont prendre le sujet de l'IA, par quel bout. Et donc, on leur offre la possibilité, avec un cofinancement à 50% de la région, de faire un premier cas d'usage. Et c'est une méthodologie que donc, vous appliquez aussi chez vous, Data Valoris, et que vous avez très bien documenté. Voilà, c'était juste cet élément que je souhaitais apporter dans le contexte de votre présentation. Et donc, chers participants, n'hésitez pas, vous avez là Jean-Patrice, très pédagogue et à la fois très technique. Donc, je pense qu'on peut avoir des questions d'ordre très différents qui peuvent lui être posées. Oui, il n'y a pas de question tabou. En attendant que plusieurs personnes aient des idées sur les questions, il y a un point qui est important. J'ai une question là. En termes de volume de données nécessaires, à partir de quand considère-t-elle qu'elles sont représentatrices d'un sujet IA? Alors, il en faut. Alors, ça dépend. Ça dépend de la complexité du sujet. On peut commencer on va dire qu'il faut commencer à quelques milliers. C'est plus la question de représentativité. C'est-à-dire qu'il y a une question de représentation. Si, par exemple, je veux reconnaître des chiens et des chats, je vais avoir besoin de photos de chiens et de chats.
Si maintenant j'ai 10 000 photos de chiens et une seule photo de chat, on va avoir un problème. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc il faut, c'est plusieurs, on va dire, dizaines de milliers de données. Donc plus on a besoin de faire des classifications de beaucoup de sujets, si on est dans le cadre d'une classification par exemple, eh ben, il faut avoir une représentativité de ce nombre de cas. Il faut qu'il y ait le même nombre de cas de chacune des catégories. Donc ça peut vite monter de manière très élevée en termes de nombre de données nécessaires, parce que si on cherche à détecter quelque chose qui est assez peu représentatif, on peut avoir 10 millions de données et que 10 cas, et là ça complexifie énormément le sujet. Donc ça, c'est la volumétrie de données. La représentativité, c'est plus le nombre que l'on a de ce que l'on veut trouver. Est-ce que dedans, il y a ce que l'on veut trouver? Et est-ce qu'il y a la bonne représentativité? Donc, j'ai pris l'exemple du chat et du chien. Donc, si j'ai 10 000 chiens et un seul chat, ça va poser souci. Si maintenant j'ai 5 000 et 5 000, là, j'ai pas de problème de représentativité. Après, dans la représentativité, c'est est-ce que dans les éléments, j'ai les informations? Si je prends encore mon exemple du chien et du chat, si je prends un chien et un chat, on s'aperçoit à un moment que je mets une photo de chat, il reconnaît un chien. Et il faut essayer de comprendre pourquoi il a reconnu le chien. Et on s'est aperçu qu'on avait mis un bonnet sur la tête du chat. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des biais, comme je le disais, sur l'intelligence artificielle. Et ce qui servait à l'intelligence artificielle initiale, donc on parle de robustesse aussi, hein, ce qui servait à l'intelligence artificielle pour détecter les chats et les chiens, c'est le fait qu'il y ait des triangles dans l'image. Donc, si je mettais une photo avec une triangle, il me disait que c'était un chat. Si je ne mettais pas de triangle, c'était un chien. Donc, il faut avoir après la représentativité aussi, c'est d'avoir les cas qui sont des cas un peu bizarres qu'il faut reconnaître. Et plus on a des cas bizarres, mieux c'est aussi dans le cadre de la reconnaissance et dans l'abstraction que va avoir le système d'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Bruno. Alors, Malik, je n'ai pas de compétences en interne, comment faire? Donc là, c'est pas très compliqué en fait. Il faut contacter soit nous, soit le Francia et vous allez être mis en relation avec des compétences pour vous accompagner. Donc Data Valoris peut très bien vous accompagner sur ces sujets-là. Alain, comment savons-nous si les données dont je dispose sont structurées pour mon projet IA? Alors, je n'ai pas de réponse absolue à faire. Il faut qu'on regarde les données. Discutons, voyons quel est votre projet et est-ce qu'il y a les données. Ça fait partie de l'analyse. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Je parlais qu'il y avait une question il y a une question de nombre. Est-ce que vous avez suffisamment de données, de représentativité par rapport à ce que vous voulez faire? Donc, chacun. Maintenant, vous dire là, comme ça, est-ce que vous avez les données pour faire un projet IA? Je ne le sais pas. Il faut faire aussi attention. On a tendance à partir des données et essayer de trouver des projets avec les données. Il vaut mieux partir dans le sens inverse. Il vaut mieux partir du projet business et de voir est-ce qu'on a les données. Et après, on peut réorienter, bien sûr. Donc, Alain, Thierry. Donc, Thierry, en quoi votre approche de deep neuroévolution diffère des approches plus classiques comme les NAS? En fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on est une surcouche des technologies existantes classiques. Et donc, en fait, on se substitue, on est une sorte de data scientist virtuel où on automatise en fait la génération de modèles. Donc, on s'appuie sur les technologies de deep learning traditionnelles, par exemple du Keras TensorFlow, et en fait, on va générer des modèles en Keras, on va les tester, les évaluer, on va sélectionner les meilleurs, et on va faire des enfants, et petit à petit, on va aboutir à un modèle comme celui qu'on voit à l'écran, qui va répondre à la problématique de manière plus précise et plus pointue que ce qui est attendu. Et comme on est dans un système de neuroévolution, on a un système donc de mise en compétition des modèles. On se retrouve avec des modèles qui sont plus robustes, qui sont comparés les uns avec les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si en 5 minutes, je vais pouvoir… voilà. J'ai essayé d'expliquer en quelques secondes ce que l'on fait. Donc, on fait vraiment des mécanismes de sélection naturelle, du darwinisme, où on génère automatiquement des modèles, que les modèles sont automatiquement testés et évalués. Et vous entendez mon chat en prime, comme ça, on a une intelligence naturelle qui est en train d'essayer de sortir pour aller manger. Auriez-vous d'autres cas d'usage que Manae à nous présenter pour voir d'applications différentes de votre techno? Alors, notre techno s'applique à tout. On l'a utilisé pour la détection de nodules cancéreux, par exemple. On l'utilise aussi pour de la prédiction de dépenses énergétiques. Il n'y a pas vraiment de sujet qui soit tabou pour notre technologie. Donc, on s'applique à n'importe quel type d'approche d'intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones.
des graphes ou des graphes de réseaux de neurones. Donc, il n'y a pas de… il y a tout type d'approche qui peut être mis en place, Camille, avec notre techno. On est assez agnostique, hein, on n'a pas de verticale dédiée. On fait de la prédiction de cours, de la classification, tout ce qui utilise un réseau de neurones, on peut l'optimiser, l'améliorer ou le générer. Est-ce que ça répond à votre question, Camille? Alors, Alain, je vois 2 questions. Je vais répondre à la deuxième tout de suite. Eh bien, comme je l'ai dit précisément, nous ne pouvons pas faire de la prédiction avec de l'intelligence artificielle, donc on ne peut pas prévoir la pandémie, sauf si on a les éléments dans les données qui existent et qui permettraient de le faire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait les données pour le faire. J'ai une problématique métier pour laquelle je n'ai pas la réponse. Par contre, je pense que l'IA pourrait m'aider à proposer une solution. Cependant, les données sont chez différents tiers. Comment faire? Pouvons-nous en parler en privé? Alors, oui, nous pouvons en parler en privé, mais je tiens à dire que notre technologie, la particularité, c'est que les données, on n'a pas besoin des données pour… Disons, les données ne sortent pas de chez le client quand on génère le modèle. Et on a un système de fonctionnement où on peut avoir plusieurs sources de données qui sont chez différents clients, qui servent à la production de l'intelligence artificielle sans qu'aucun des clients n'ait partagé ces données entre eux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en gros, on peut très bien avoir, si je prends un exemple bateau, la Société Générale qui veut faire un modèle d'intelligence artificielle de risque, il a ces données, mais il n'en a pas assez. On parlait de la représentativité de ce qu'il cherche à retrouver. Il va aller voir la BNP, il va lui dire moi, j'aimerais bien fabriquer une intelligence artificielle sur ce sujet. La BNP lui dit oui, mais tu es bien gentil, mais moi, je ne vais pas te passer mes données. Et de l'autre côté, la Société Générale a dit oui, moi, je suis bien gentil, mais je ne vais pas non plus te passer les données. Et là, nous, on peut répondre à cette problématique où, en fait, on va utiliser notre solution qui va s'appuyer sur les données de chacun sans qu'elles soient partagées avec qui que ce soit. Camille, oui. Aurez-vous un cas d'usage RH, par exemple? C'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Alors, les cas d'usage RH, alors, est-ce que j'ai un cas d'usage RH qui me vient à l'esprit là tout de suite? Nous, on a eu un cas d'usage RH il y a quelques années qui était en fait sur de la reconnaissance de CV, de la préparation de CV. On avait eu aussi un autre cas d'RH pour pouvoir faire de la détection là, c'est vraiment RH pur. Donc là, on est vraiment sur de la gestion du personnel pour essayer de détecter des problèmes chez les salariés, d'essayer en avance de phase de voir si des personnes vont passer en burn-out ou pas. Voilà. Alors, on pourra en discuter. Là, j'ai pas d'idées qui me sortent évidemment en tête, là, autre ce que je viens de dire. Camille, voilà. Thierry, alors, vous faites comment pour ne pas partager les données? En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, notre système, c'est une plateforme SaaS. Et sur chacun des jeux de données, en fait, on installe un connecteur. Et c'est le connecteur, en fait, qui va lui avoir accès aux données. Mais les données restent à distance. Alors, je ne sais pas exactement le différentiel de privacy, ce que ça impacte directement. Mais nous, les données restent. Ce qui veut dire, en fait, ce sont les intelligences artificielles qui circulent entre les connecteurs. Donc, au même titre que vous, quand vous voulez, je sais pas, vous voulez devenir un expert en physique quantique, eh ben, vous allez aller dans la bibliothèque François Mitterrand à Paris, vous allez lire un livre sur la physique quantique, vous allez retourner chez vous, le livre, il reste dans la bibliothèque, il n'est jamais sorti de la bibliothèque, par contre, vous avez appris. Et après, vous allez aller à Lyon, parce que vous savez que dans la bibliothèque de Lyon, il y a aussi un très bon document dessus. Vous allez aller le lire, vous allez aller sur place, et il ne va jamais sortir, et ainsi de suite. Donc, nous, on fonctionne exactement de la même façon, où nos intelligences artificielles circulent entre les différents sites. Est-ce que ça répond à votre question, Thierry? Pardon, excusez-moi. Il y a des questions dans l'onglet questions aussi. Ah, je n'ai pas vu les questions, je suis sur le chat. Oui, oui. Donc, question. Du moment où le coût est élevé pour une entreprise dans le cadre d'une mise en place d'un projet IA, qu'est-ce que vous faites face à ça? Alors, nous, la particularité, j'ai perdu la première question. Donc, la particularité, c'est que nous, notre système, il permet d'automatiser en fait un certain nombre de tâches qui sont d'habituellement dévolues aux data scientists. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, hein, mais on va pouvoir se focaliser sur les données. Donc, on rend un peu plus démocratique l'accès à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, grâce à notre solution, on peut commencer à approcher, à faire des projets qui sont un peu moins, dont le rendement, en tout cas le ROI, serait plus faible.
Alors, c'est quoi le niveau de sécurité de vos solutions? Intègre-t-elle l'aspect collaboratif? Alors, nos solutions sont prévues pour être complètement sécurisées. D'abord, les données ne quittent pas l'entreprise. La communication qui est faite entre le client et notre plateforme SaaS est à l'initiative du client. Ce n'est jamais nous qui nous connectons sur la plateforme. Donc, le flux est forcément un flux sortant pour l'entreprise, pour le client. Donc, ce qui lui permet, et le code, il est en Python et accessible, donc il peut être audité sans aucun problème. Après, sur l'aspect collaboratif, les projets qui sont définis dans notre plateforme peuvent être partagés entre plusieurs collaborateurs. Donc, on peut suivre le projet des uns et des autres. Voilà, Nelson, pour la deuxième ou première question. Du moment où le coût est… Ouais, c'était la première, c'était la deuxième. Peut-on avoir un livre représentant les différents cas d'usage que vous faites? Je n'ai pas de livre actuellement. On a une liste de cas d'usage sur lesquels on a travaillé, mais ce qu'il faut savoir, et ça revient sur la privacy, vous pouvez très bien utiliser notre solution sans qu'on soit au courant de l'utilisation que vous allez en faire. Je n'ai pas besoin de connaître votre cas d'usage. Donc, de ce fait, vous pouvez très bien, Nelson, de votre côté, installer le connecteur sur votre serveur de votre côté. La seule chose que je vais voir, c'est le cerveau. Donc, au même titre que si vous interrogez un neurochirurgien qui vient d'opérer un cerveau humain, il sera incapable de dire votre métier, votre nom, votre prénom. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il aura peut-être enlevé une tumeur dans votre cerveau. Et il saura peut-être si vous êtes une femme ou un homme, s'il arrive à le deviner dans le champ opératoire. Mais c'est tout ce qu'on sait. Donc, nous, on sait à peu près que ça va être du traitement d'image parce qu'on sait, on voit à peu près en fonction de la topologie ce que vous faites, mais je ne saurais pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça répond à votre question, Nelson? Avez-vous des cas d'usage dans la construction? Pouvez-vous préciser le cas d'usage évoqué dans la santé? Alors, le cas d'usage sur la construction, on est intervenu, alors pas directement, c'est au travers parce qu'on travaille beaucoup avec des sociétés de conseil aussi qui utilisent notre technologie. On était intervenu dans la construction, sur les chantiers, avoir un drone qui circule au-dessus du chantier et faire l'inventaire de ce qu'il y a sur le chantier à partir d'images de drone. Donc ça, il y a eu ça qui a été fait. On est ainsi intervenu au niveau de cette construction. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Fédération française du bâtiment sur le sujet. On a fait des présentations et c'est aussi utilisé dans certains cas pour de la détection à partir d'images. Alors, ce n'est pas vraiment de la construction, mais la technologie, en tout cas de l'intelligence artificielle, est utilisée, par exemple, pour le déploiement des fibres optiques, pour l'optimisation de l'implantation des fibres. Donc ça, c'est un autre exemple. Après, dans la construction, ça peut être aussi dans la formulation. Donc là, on rentre sur de la formulation, par exemple, des matériaux. Si on parle de béton, il y a certaines caractéristiques qui sont faites en fonction des matériaux qui sont utilisés. Et ben, on peut prédire le comportement grâce à l'IA. On peut prédire le comportement des bétons en fonction, par exemple, de leurs caractéristiques et trouver la meilleure caractéristique possible, la meilleure formulation possible pour une caractéristique donnée. Alors, usage dans la santé. Alors, dans la santé, excusez-moi, vous pouvez préciser sur la fibre optique concrètement comment intervient l'IA? Est-ce que c'est du computer vision? Quel type de données alors, sont… alors, ça, c'est un point que je n'ai pas dit. C'est souvent les solutions qui sont mises en place avec de l'intelligence artificielle peuvent combiner déjà plusieurs types d'intelligence artificielle. Si on parle, par exemple, des chatbots ou des voicebots, il y a une partie qui va être de l'arbre de décision et puis des parties qui vont être de la reconnaissance d'image ou de la reconnaissance de son plutôt, dans le cadre des chatbots. Donc là, souvent, il y a de la computer vision d'un côté et il y a aussi parfois de l'intelligence artificielle qui va permettre de valider le placement, l'optimisation en fait des placements des câbles. Donc ça peut servir à la fois sur la partie contrôle et à la fois sur la partie prédiction ou en tout cas préparation de chantier. Excusez-moi. Quel type de données ont été mobilisées? Comment les algos ont été entraînés pour ce cas d'usage? Alors, les données qui ont été utilisées, c'est les données qui sont… Alors, pour le placement et la détection, par exemple, il y a dans un exemple concret, c'était la détection de position d'objets dans le… C'était des images qui ont été faites par des lidars et des images. Lidars et images.
par exemple. Alors, il y avait une autre question sur les sujets évoqués sur la santé. Alors, sur la santé, il y a énormément de cas d'usage. Énormément. Donc, de la détection de pathologies. Donc, j'ai parlé de détection de nodules cancéreux, mais ça peut être de détection de tout. Donc, c'est très utilisé en radiologie. Donc, ça va être très important. Ça va aussi sur de la prédiction. Ça peut aussi faire de l'aide à la prédiction de la prescription médicamenteuse ou de la validation de médicaments. Ça dépend dans quel ordre on prend les choses. Ça sert aussi au niveau des laboratoires pour faire de la priorisation de tests. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un médicament, je vais avoir 100 formulations possibles pour avoir le même effet théorique des choses. Par lequel je dois commencer, en sachant qu'un test peut coûter plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros. Comment je fais en sorte de tomber sur le bon le plus vite possible. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément facile à faire. L'intelligence artificielle peut aider à la priorisation des tests, par exemple. Est-ce que ça vous va, Gaël, pour les cas d'usage? Tout à fait. Usage, Bruno, usage dans le tourisme, consommation de produits touristiques, segmentation plus fine, bien sûr, segmentation, on peut faire de la classification automatique, donc ça c'est tout à fait possible. Consommation de produits touristiques, mais on peut aussi faire optimisation des comment ça s'appelle, souvent quand on est dans du tourisme, il y a besoin d'hébergement. Ça peut être aussi de l'optimisation de l'hébergement. Il y a plein de sujets qui peuvent aussi surgir. Après, le problème dans le tourisme, c'est une question de moyens. Parce que souvent, c'est plein de petits indépendants qui font les choses. Donc, comment on peut se regrouper pour pouvoir faire des offres dans le tourisme qui sont plus efficaces. Après, il y a des gros du secteur du tourisme, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, Laroussi, pardon. Si les données doivent rester chez l'entreprise, est-ce que votre solution tourne on-premise chez cette entreprise? Mais comment vous conciliez les modèles que vous obtenez chez chaque entreprise? Alors, on a une version, pour être très clair, aujourd'hui, on est dans une offre SaaS, donc on n'installe pas on-premise dans l'entreprise notre solution. Il y a juste le connecteur qui est installé dans l'entreprise, donc il n'y a qu'une partie de la solution qui est installée. Dans certains cas, on a installé on-premise, on va dire que c'est plutôt dans les cas militaires. Donc, on est dans des cas où il y a des impératifs qui sont très forts en termes tellement forts qu'on n'a pas le choix que de l'installer en entreprise. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je ne sais pas si ça répond à votre question. Le training se fait chez vous. Donc, comme le connecteur est chez vous, il y a le training et l'évaluation se fait chez vous. Après, c'est soit c'est une machine que vous auriez déjà, où vous avez déjà ce qu'il faut, soit vous n'avez pas ce qu'il faut, et on fait en sorte de rajouter dans votre système d'information les machines qu'il faut. Comment on concilie des différents résultats? Alors, nous, de quels résultats on parle? Nous, ce qui se passe, c'est que l'échange qu'il y a entre le connecteur et notre plateforme, c'est on a le modèle, donc la topologie du modèle, et les résultats de l'évaluation. Et donc, on compare le score d'évaluation entre les modèles pour sélectionner les meilleurs. Après, pour consolider les résultats, soit c'est au niveau de l'apprentissage et du test local, soit vous utilisez de la VALAC, du VALLOS, du F1 ou toute autre méthode d'évaluation qui vous satisfasse, y compris des méthodes d'évaluation qui font intégrer de l'éthique ou autre. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, parce qu'il faut juste qu'on se tombe d'accord sur la définition du résultat. Laroussi est en train de préciser sa question. Je vais regarder dans la question pour voir s'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Oui, c'est la même. Alors, si j'ai bien compris, c'est deux modèles différents. Je sais pas. Je sais pas. Oui, je sais pas.
Nous, on consolide à notre niveau. C'est-à-dire qu'au niveau de la plateforme SaaS, les données sont consolidées et on connaît les résultats. Donc, on sait sélectionner quels sont ceux qu'on considère comme les meilleurs. En tout cas, voilà, ça c'est… Ah, d'accord. Donc, c'est dans le cadre de la distribution. Ah. Donc, comment sont consolidées? Les données ne sont pas consolidées. Ce qui se passe, c'est que le modèle circule d'un data center à l'autre, d'un client à l'autre. Donc, c'est le modèle qui apprend qui a son score de chez le client 1, qui va un peu ensuite chez le client 2, qui va apprendre chez le client 2, qui a son score de client 2. Et ça, après, c'est remonté dans notre système. Notre système, lui, dit, voilà, de tous les modèles que j'ai envoyés, voilà ce qu'ils ont, quel a été leur comportement. Je sélectionne celui-là, je fais des petits, je renvoie mes modèles dans les différents systèmes. Et c'est grâce au connecteur. Et donc, c'est totalement compatible avec le secret industriel. On n'est pas obligé de bâtir des data lakes, etc. Non. Par contre, la seule chose où il faut que les deux entreprises soient d'accord, c'est sur le format de la donnée. Bien sûr. L'interopérabilité, la préparation. Voilà. Tout à fait. Il faut être d'accord sur les colonnes, sur les données, la manière dont on les utilise pour qu'on soit consistant. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire sur cette partie préparation des données pour qu'elles soient interopérables, voire même des idées sur la normalisation des données? Comment vous voyez ce sujet? Après, c'est un vaste sujet parce que toute la partie données, nous, on intervient dessus en accompagnement. Sur la partie données, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il faut se mettre d'accord sur l'objectif. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif, il faut voir quelles sont les données qui existent, en tout cas les typologies de données qui existent dans chacune des deux entreprises, si on est en distribué, bien sûr. Et à partir de là, se mettre d'accord sur un format. Alors, parfois, il y a des formats qui sont normalisés. Si on travaille en banque, on a souvent des formats qui sont normalisés. Maintenant, quand on travaille, là, on a travaillé avec des cabinets d'experts comptables. Même si la comptabilité, elle est normalisée, la manière dont on interprète ou dont on travaille d'un cabinet à l'autre peut être différent. Donc, ça dépend complètement des sujets. Mais un des sujets principaux, par exemple, on a travaillé avec plusieurs hôpitaux. Un hôpital qui était dans le sud de la France et un hôpital qui était dans le nord de la France. Et il y avait une vraie question sur les images parce que la manière dont les scans étaient faits dans l'un et dans l'autre n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a eu un réajustement qui a été fait où on a traité un certain type de données d'un côté pour que ce soit un peu dans le même format. Mais comme de toute façon, notre système intervient des deux côtés, dans le cadre d'une image, c'est assez simple, c'est déjà normalisé une image en soi. C'est assez facile de les renormaliser. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il faut au moins qu'on soit d'accord sur les unités qui sont utilisées. Est-ce qu'on parle d'euros, de centimes Donc, il faut juste se mettre d'accord sur le dictionnaire de données. Et donc, sur la construction du dictionnaire de données, ça, c'est un travail en commun. Et après, quand c'est en individuel, la norme, il n'y a pas fondamentalement de norme à gérer, quoi. Il y a deux autres questions de Thierry et Malik dans le chat. Alors, Thierry, DXNN, c'est notre… en fait, on est une équipe. Dans l'équipe, il y a GenShare, qui est la partie qui a développé DXNN, qui est écrit en Erlang. Et aujourd'hui, on s'est inspiré de la technologie de Gen, de sa propre technologie, pour faire Raise. Raise n'utilise absolument aucun des éléments de DXNN en tant que tel. Raise, en fait, est une surcouche écrite en Python qui va piloter les frameworks de deep learning. Donc, DXNN, pour tout le monde, c'est notre propre framework d'intelligence artificielle qui utilise la neuroévolution et les mécanismes mémétiques, pour ceux qui veulent rentrer dans la technique. Mais ça se substituerait à TensorFlow Keras ou à PyTorch ou à MXNet. Et on a décidé dans l'entreprise, pour l'instant, de ne pas promouvoir DXNN directement, parce qu'on n'a pas les épaules assez larges, on n'est pas un Google, on n'a pas les moyens de faire de l'évangélisation autour de cette approche DXNN qui est très performante et qui a beaucoup moins de limitations que le framework de PyTorch mais qui est beaucoup moins optimisé mathématiquement aussi, il faut le dire. Donc, si on veut aller vite, il vaut mieux utiliser du TensorFlow. Si on a le temps et qu'on veut avoir un modèle qui soit beaucoup plus robuste dans le temps et dans l'avenir, et comme la puissance de calcul coûte de moins en moins cher, on peut imaginer d'utiliser DXNN comme framework de Raise. Ça, c'est pour Thierry.
Donc voilà. Donc nous, ce qui s'exécute, c'est notre connecteur qui s'exécute dans chaque entreprise. C'est un connecteur qui est une fois de plus écrit en Python. Voilà. Donc comment parvenir à intégrer l'IA dans des projets de l'entreprise? Alors il y a plusieurs approches qui sont possibles. C'est un peu ce que je disais au début. C'est qu'il y a l'approche qui va permettre, qui va être de dire voilà, j'ai un nouveau service que je veux. Est-ce que j'ai besoin de fournir un nouveau service à mes clients? Donc on peut avoir l'approche de je pars d'un service, un nouveau service que je ne pouvais pas faire avant. Et voilà ce que je rêve de faire. Et là, on va décliner, on va faire du back engineering à peu près à partir du service. Et après, il y a une autre approche qui est aussi une approche très pragmatique, c'est je regarde mes process métiers, je regarde où est-ce que les process me coûtent cher. Et là, sur cet endroit, où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement. Et sur ces points-là, je vais regarder comment mettre une IA dedans, qui va me permettre soit de réduire mon coût sur cet élément de processus, soit de lui permettre d'être beaucoup plus efficace et plus rapide. De traiter, au lieu de traiter 10 cas, ça va en traiter 1000. Donc, du coup, ce ne sera plus un goulot d'étranglement. J'espère que ça répond à votre question. Très bien. Je pense que sur cette question, on va clore ce webinaire d'aujourd'hui. Si vous en êtes d'accord, Jean-Patrice, s'il n'y a pas d'autres avec plaisir. Voilà, je reste à disposition. Vous pouvez me contacter par mail. Je vais vous mettre mon email. Dans le chat. Tout à fait. N'hésitez pas à prendre la tâche de Jean-Patrice, à répondre aussi à notre sondage, dans l'onglet sondage. Ça prend même pas 3 secondes et c'est très important pour nous. Donc, merci à tous de votre participation. Rendez-vous pour une prochaine présentation d'une autre start-up. Ce sera Bimetrix, donc le 29 avril à 10h. Et là, on va combiner l'IoT, donc Internet of Things, l'IoT industriel et l'IA, et ça donne AIoT appliqué à la maintenance prédictive. Voilà, merci à tous. Merci Jean-Patrice. Merci. Très bon sujet avec l'IoT. Tout à fait. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.